Bonjour, donc je reviens, mais j'ai besoin de Jean Tirole pour la session qui vient, donc j'attends effectivement de voir son image. Bonjour Jean, c'est Vincent Beaufils qui a pris le micro juste pour vous présenter, vous remercier d'être avec nous depuis Toulouse. Et laissez-moi vous dire que vous nous manquez, on aimerait vous avoir avec nous ici. Moi, vous savez que dans la création de ces sommets du bien commun, nous connaissons tous le rôle que vous avez eu et surtout de la rencontre qu'il y a eu il y a quelques années avec Claude Perdriel, le directeur de Challenge, pour créer ces sommets du bien commun dont nous sommes à la 4e édition et auxquels nous sommes si attachés. Jean, je voulais juste dire, avant de vous laisser dialoguer avec Gilles Fontaine, dire que la variété de vos talents fait que vous pourriez nous parler, bien sûr, du thème de l'innovation, mais aussi de ce sujet sur lequel vous travaillez avec l'Université de Bocconi, qui s'appelle en bon français « Harmony within a society ». D'harmonie, on en a besoin, je pense, depuis dimanche, et peut-être que Gilles se permettra, à la fin de votre dialogue autour de l'innovation, de vous poser une question là-dessus, parce que vous savez combien que, à la fois, votre présence et votre regard nous manquent. Donc, restons d'abord sur le thème prévu, effectivement, innovation en Europe, et puis c'est à vous, et je laisse Gilles en plateau pour faire nouer ce dialogue avec vous. Merci, Jean. Merci Vincent. Bonjour Jean, comment allez-vous? Bonjour Gilles, bien, merci. Ravi en tout cas de cet échange avec vous. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Vous avez plein de choses à nous dire sur effectivement la compétitivité de l'Europe. On a touché un petit mot dans la séance précédente avec nos amis des pharmaciens. Quel bilan vous dressez-vous de l'état de l'Europe en matière d'innovation aujourd'hui, de sa place par rapport aux Américains, aux Asiatiques? Bien, nous avons un gros problème de compétitivité. On parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui, mais il est clair que sans productivité, on ne peut pas réussir à créer du pouvoir d'achat. Donc c'est un petit peu la question. La productivité par heure est à peu près un tiers de ce qu'elle est, 2 tiers de ce qu'elle est aux États-Unis, c'est-à-dire un tiers en moins par heure. Hein, j'insiste, on travaille un peu moins, mais ce qui est important, c'est que la productivité est plus faible. Donc il y a plusieurs causes, et une des causes majeures, c'est l'absence d'innovation ou le peu d'innovation. Une partie du problème étant qu'on dépense trop peu en recherche et développement, mais aussi qu'on le dépense mal. C'est-à-dire qu'on dépense trop peu. Je vous rappelle que l'objectif à Lisbonne en l'an 2000, c'était vraiment d'avoir 3% du PNB, du PIB pour l'innovation. Nous en sommes à 2% 24 ans plus tard. Donc c'est vraiment un gros problème pour l'Europe et pour la France en particulier. On dépense mal aussi, on dépense mal dans le sens où on dépense dans les mauvais secteurs, pas forcément les mauvais secteurs, mais disons qu'on n'est pas présent dans les secteurs qui vont créer de la richesse à l'avenir. Donc la richesse, c'est évidemment des emplois et des impôts et des services publics. Et donc, penser... sur le niveau de dépenses, déjà, je voudrais simplement dire que le public dépense autant aux États-Unis et en France. Il y a à peu près 0,7% du PIB, alors que le secteur privé, par contre, en Europe, dépense 1,2%, tandis qu'aux États-Unis, il dépense 2,3% du PIB. Donc, il y a beaucoup plus de recherche et développement privé aux États-Unis qu'en France. Il y a un effet de composition qui fait que, en fait, aux États-Unis, 85% de la R&D est sur la tech, c'est-à-dire logiciel, l'intelligence artificielle dont on parlait, la biotech et ce genre de choses. Alors qu'en Europe, c'est 50% qui est dépensé dans l'automobile, ce qui est quand même très risqué. Donc on a ce problème de composition, on n'est pas tourné vers les industries de l'avenir, et en plus,
l'argent public est assez mal dépensé. On reviendra sur ce problème. Vous avez identifié, je sais pas, la formation, l'enseignement, qu'est-ce qui nous ralentit, qu'est-ce qui nous bloque? Alors, il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. La première chose, c'est les régulations. Par exemple, le droit du travail qui n'est pas adapté du tout aux startups et à l'innovation, puisque évidemment, dans le cas du startup et de l'innovation, on a des gens extrêmement qualifiés qui retrouvent un emploi le lendemain, s'ils veulent retrouver un emploi le lendemain, avec des entreprises qui sont destinées finalement à faire faillite. J'exagère un petit peu, mais si on fait des innovations de rupture, ça veut dire qu'on va souvent échouer. Et si on échoue souvent, ben, il faut relancer une autre start-up, il faut rejoindre une autre start-up, etc., ou une autre entreprise. Et donc, il est normal finalement qu'il y ait des ruptures d'emploi, mais elles ne sont pas très graves pour des gens extrêmement qualifiés. Le droit du travail français et plus généralement européen n'est pas adapté. Il y a aussi beaucoup de règles bureaucratiques. Il y a aussi des problèmes d'éducatif. Bon, nous sommes tous conscients que nos scores, en particulier en France, du point de vue éducatif, sont extrêmement faibles. Je vous renvoie au classement de PISA, en particulier dans les STEM, c'est-à-dire dans les sciences, les maths, la physique, etc. Les universités ne sont pas au niveau, il faut le dire, malgré les efforts qui ont été faits. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bons scientifiques, c'est-à-dire que si vous regardez les papiers scientifiques qui sont cités dans les brevets, par exemple, il y a beaucoup d'Européens, environ 30% des citations sont européennes, mais il n'y a pas de traduction dans l'industrie, c'est-à-dire que ça reste dans le milieu académique européen et ça diffuse aux États-Unis ou en Chine, mais ça ne diffuse pas tellement en France ou en Europe. Donc il y a ces problèmes. Il y a un problème de culture aussi, c'est-à-dire que vous n'avez pas en Europe, en tout cas en France, de cours d'entrepreneurship au niveau de licence, au niveau de maîtrise et de doctorat. Vous en avez très peu en fait. Donc il n'y a pas cette culture d'entrepreneuriat, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits récemment. Enfin, il y a les problèmes qu'on n'a pas assez d'Europe. C'est-à-dire, on n'a pas un marché du capital unifié, on n'a pas un marché digital unifié. On a 27 droits du travail différents. Donc, pour un entrepreneur, c'est quand même extrêmement compliqué de gérer, surtout pour une petite entreprise. C'est très difficile à gérer. Oui, vous avez évoqué en préambule aussi le problème de la R&D privée et du modèle européen des mid-tech. Et en quoi est-ce que ça constitue un problème et finalement peut-être un piège? Alors, si vous regardez les États-Unis et l'Europe il y a 20 ans, et vous regardez par exemple les 3 plus grosses entreprises, c'était très similaire en fait. Parmi aux États-Unis, vous aviez Pfizer, mais vous avez 2 compagnies automobiles, General Motors et Ford. En Europe, c'est pareil, c'était Volkswagen, c'était comment ça s'appelle? Enfin, les compagnies Daimler-Benz. Vous avez des compagnies automobiles. Vous regardez 20 ans plus tard, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les grandes entreprises sont les GAFA, hein, c'est les Alphabet, Meta, Microsoft. Et en Europe, c'est toujours les mêmes compagnies automobiles, plus Bosch. Donc on est vraiment dans l'automobile. Comme je disais, 50% de la R&D en Europe, ce sont des compagnies automobiles ou reliées à l'automobile. Et donc, on est dans une situation où on se concentre entièrement dans une industrie, bon, qui ne doit pas être négligée, bien sûr, mais qui a des marges beaucoup plus faibles que les marges des tech et des biotech. Et donc, ça crée moins de valeur. Et en plus, leur position est menacée, puisque on a un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on va vers la voiture électrique, on va vers les voitures autonomes, etc. Et donc, ça, les Chinois et les Américains le feront très bien. Et donc, il y a un danger pour nous de déclassement, il faut bien le dire, un danger de déclassement. Et donc là, c'est pour ce qui concerne le volet privé de la R&D. Sur le volet public, comment s'organisent les circuits de financement européens? Est-ce que c'est satisfaisant? Comment est-ce qu'on pourrait les améliorer? Mieux les flécher peut-être? Alors, sur les circuits de financement, il faut voir que bon, il y a des problèmes de montant, hein. On n'est pas dans
dans les montants américains. Si vous voulez, la National NIH, qui est l'Institut national de la santé aux États-Unis, dépense 46 milliards par an, juste pour la santé, en recherche. Vous regardez ce que fait l'Europe, ce qu'on appelle Horizon Europe, qui est le programme européen de recherche et développement, c'est 11 à 12 milliards sur tous les domaines scientifiques. Donc on est quand même dans une situation un petit peu complexe. On continue d'investir effectivement dans le mid-tech, hein, je le disais, on n'investit pas dans la tech tellement, et donc on va être en retard. Après, on a aussi des mécanismes de financement qui ne sont pas optimaux. Ils ne sont pas optimaux pour deux raisons. La première, c'est que on finance essentiellement des projets qui sont déjà très avancés. C'est ce qu'on appelle les TRL, c'est-à-dire Technological Readiness Level. C'est-à-dire on finance des projets qui sont déjà bien avancés, des startups et des PME qui sont déjà bien avancés. Donc on fait finalement de la politique industrielle classique au lieu de faire ce que font les Américains, c'est-à-dire de faire des projets très risqués, mais avec des gains très élevés. Et ça, on n'arrive pas à le faire. Il faut savoir que sur les 11 ou 12 milliards qu'on consacre au niveau européen à la recherche et développement, il y a à peu près 470 millions, ce qu'on appelle les programmes Pathfinder et Transition, qui sont vraiment pour la recherche de rupture. Mais 470 millions, c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire qu'en gros, l'Europe ne finance pas la recherche de rupture et donc se prive d'un accès à des technologies, aux technologies de l'avenir. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, donc il faudrait réorienter évidemment vers la technologie de rupture et la politique industrielle. Si on veut financer les PME, on peut le faire de façon différente. C'est pas forcément à ce programme de le faire. L'autre problème, c'est qui choisit. C'est-à-dire que si vous regardez les États-Unis, ce sont souvent les scientifiques. En Europe, c'est dans l'ensemble des fonctionnaires de la Commission européenne qui sont compétents, mais qui n'ont pas non plus la qualité scientifique en moyenne de ceux. Alors, je fais une exception ici parce qu'en Europe, on a un programme qui s'appelle le Conseil européen de la recherche, l'ERC, qui distribue à peu près 2 milliards par an et qui marche très bien. Et ce sont les scientifiques qui décident, les meilleurs scientifiques européens et américains, d'ailleurs, les Américains sont associés, qui décident de qui va avoir ces bourses de recherche, sans interférence politique. Alors que pour les autres programmes, il y a une interférence politique qui est d'ailleurs assez forte, parce que, par exemple, il y a une exigence de faire des collaborations pan-européennes. C'est-à-dire qu'on met ensemble 5, 10, 20 entreprises au niveau européen et on saupoudre, on donne un petit peu à chacun, à chacune, et du coup, les entreprises se regroupent et font des alliances fictives parce qu'elles ne se traduisent pas forcément par la collaboration une fois que l'argent est obtenu. Ça, c'est une erreur. La collaboration peut être extrêmement utile, mais on accompagne la collaboration, on ne la crée pas. Et on ne décide pas qu'il doit y avoir finalement une entreprise en France, une en Allemagne, une au Portugal et une en Grèce. Ça n'a pas de sens. Il faut regarder qui est bon. Et donc, il y a trop de pression politique pour saupoudrer déjà. Et puis, la politique générale, comme je le disais, c'est que du coup, les lobbies sont plus forts. Ils veulent avoir de l'argent pour leurs entreprises, ça se comprend, mais du coup, ce qui est la recherche de rupture, on oublie complètement. Il faudrait faire évoluer la gouvernance, quelque part, parce que vous évoquiez peut-être que les décisions ne sont pas prises par les bonnes personnes actuellement en Europe. Alors, je ne veux pas dire, il y a quand même des gens qualifiés, et il y a des scientifiques qui sont associés, mais ils ne sont pas décideurs. Sauf dans le cas de l'ERC, le Conseil européen de la recherche, ce ne sont pas les décideurs. Donc, il faudrait effectivement changer. Ceci dit, il y a des réticences très fortes. Alors, je renvoie aux États-Unis ici. De façon intéressante, les États-Unis, finalement, sont le modèle pour la politique industrielle. C'est parce qu'on ne s'attendrait pas à une telle conclusion, mais si vous regardez DARPA, par exemple, qui est la recherche de rupture de la défense nationale, c'est ce qui a donné naissance au GPS et à tout ce que vous avez dans votre
dans votre smartphone. Toutes ces technologies ont été développées grâce aux bourses d'ARPA. Si vous regardez le NIH, qui est donc la santé, si vous regardez la NSF, qui est donc la science, le reste de la science, ce sont 3 agences qui sont complètement indépendantes du pouvoir politique et qui ont beaucoup de pouvoir. Ce sont les scientifiques qui décident qui va avoir. Les scientifiques ne saupoudrent pas. Ils donnent de l'argent à quelques équipes prometteuses. Alors, ce n'était pas DARPA, ni NIH, ni NSF, mais vous prenez par exemple le cas des vaccins Covid qu'on a. Ce sont des vaccins qui viennent du programme Warp Speed, sur lequel le gouvernement américain a dépensé 10 à 11 milliards et a donné à seulement 6 équipes. Sur ces 6 équipes, il y avait 3 fois 2, c'est-à-dire qu'il y avait 3 technologies pour combattre le Covid, et seulement 2 équipes par technologie afin de pouvoir effectivement... ils ont été très humbles, c'est-à-dire qu'ils disent on ne savait pas qu'est-ce qui va marcher. D'ailleurs, l'ARN messager qui a marché le mieux n'était pas forcément le favori. Donc, ils ont donné à 3 équipes américaines et 3 équipes européennes, donc Pfizer et BioNTech. Et finalement, ça a donné le résultat qu'on connaît. Donc, on n'a pas saupoudré et on a vraiment donné aux équipes qui avaient le plus de chances de réussir. Donc, il y a ça. Il y a vraiment, il faut savoir aussi que les programmes sont arrêtés. C'est-à-dire que si votre programme ne marche pas, on arrête. Et donc, il y a vraiment une intervention. Ce sont des vrais managers qui peuvent écrire des contrats à leur guise. En Europe, c'est extrêmement compliqué. Vous savez, la bureaucratie qu'il y a pour écrire des contrats, ça prend beaucoup de temps pour que les fonds soient libérés. Il y a beaucoup de dossiers à faire, parfois de 200, 300 pages. Bon, c'est pas une façon de procéder, surtout pour la tech. Je comprends les inquiétudes vis-à-vis des abus, mais il y a quand même un pas de temps à respecter dans une industrie qui bouge extrêmement vite. Vous avez effectivement donné un petit peu d'exemple des ARPA, du fonctionnement. Peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de ces ARPA, de fameuses agences aux États-Unis. Et est-ce que, quelque part, le modèle est reproductible en Europe ou est-ce que c'est totalement inconcevable? Alors, les ARPA, aux États-Unis, au départ, ça touchait la défense, c'est-à-dire c'était DARPA, mais ça a été généralisé, par exemple ARPA-E, pour tout ce qui est énergie et environnement. D'ailleurs, ça a été créé sous Obama. Ils ont mis, par un prix Nobel de physique, et ils ont mis des grands scientifiques à la tête de cette agence avec une indépendance très importante. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire en Europe. On a vraiment du mal en Europe à donner du pouvoir aux scientifiques. Alors, je comprends l'inquiétude, ce ne sont pas des fonctionnaires, etc., etc., mais l'expérience montre qu'en fait, cet argent aux États-Unis a été utilisé extrêmement bien et de façon extrêmement efficace et a donné naissance à beaucoup d'innovations et à beaucoup d'entreprises, et qu'on devrait peut-être s'en inspirer en France au lieu d'être très réticent, je dirais même frileux. Il faut garder ça au sein de la Commission européenne. Encore une fois, moi, je suis très européen et je suis très pro-Commission européenne, mais là, on est dans un domaine qui est extrêmement technologique, donc il faut que les meilleurs scientifiques s'en emparent et sélectionnent les projets. Je pense que c'est très, très important. Donc, il y a ce modèle ARPA qui est aux États-Unis, qui marche très bien, mais aussi le NIH, NSF, que je mentionnais précédemment. Est-ce qu'on peut transposer ça en Europe? Ben, je dirais oui. Et il y a un bon exemple pour ça. Je reprends le RC. Le RC a une réputation mondiale d'intégrité, de bonne sélection, etc. Alors, on peut toujours trouver des petits détails, mais dans l'ensemble, ça marche. Et ce sont les scientifiques qui décident. Mais effectivement, il y a une discussion à Bruxelles. Est-ce que c'est vraiment les scientifiques qui devraient discuter? Est-ce qu'on ne devrait pas reprendre le pouvoir? Est-ce que c'est la Commission européenne qui devrait s'occuper de ça? Alors, vous avez commencé à évoquer aussi le sujet de l'industrie pharmaceutique, et c'était un thème qu'on a développé un peu plus tôt dans la matinée. Là aussi, on peut se poser la question, comment est-ce que l'Europe a perdu le leadership dans ce cas concret? Alors, bon, il y a encore des forces en Europe, hein. C'est peut-être moins grave que la tech, mais ces forces sont fragilisées.
Alors déjà, peut-être un petit détour ici. Il y a un problème de bien public mondial. C'est-à-dire que ça a été rappelé dans la table ronde précédente. En fait, chaque pays aimerait bien que les autres pays fassent le boulot, et c'est vrai surtout pour les achats de médicaments, parce qu'il faut bien financer la recherche et développement. Et je dois dire qu'il y a une fragilité de l'Europe à ce sujet, parce que euh, le marché principal pour les médicaments, c'est aux États-Unis. Les médicaments coûtent très cher. Alors, il y a d'autres problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, ça c'est très grave. Mais disons que c'est les États-Unis qui beaucoup paient pour les médicaments qu'on consomme. C'est-à-dire que les prix des médicaments en Europe sont 2 à 4 fois moins chers. Alors, ce qui est très bien pour nous, hein, c'est évidemment très, très bien pour nous, mais en 2026, déjà Medicare et Medicaid vont changer leurs règles et donc vont faire baisser énormément les prix des médicaments. Donc, ça veut dire que ça risque d'enlever les incitations à la recherche. Bon, ça, c'est une digression. Alors, aujourd'hui, je dirais, et puis il y a le problème des médicaments plus particuliers où il n'y a pas vraiment de marché. Donc, je pense aux médicaments pour les pays pauvres, je pense aux maladies orphelines, puisque là, ça touche un petit nombre. Et je pense aussi aux épidémies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des plus grands risques de pandémie, ce sont le fait que de plus en plus, il y a de plus en plus de résistance aux antibiotiques. Donc, tous les pays utilisent les antibiotiques parce que c'est très bon marché, ça coûte presque rien. Et personne ne veut effectivement payer pour des antibiotiques innovants. Et on risque d'avoir un problème considérable et sans doute une prochaine pandémie sur la résistance aux antibiotiques. Donc, si on ne fait pas un effort pour donner des incitations pour de nouveaux antibiotiques, on va avoir des gros problèmes. Alors, la fragilité de l'Europe, c'est les fragilités dont je parlais précédemment, d'une certaine manière, puisque ça a été rappelé dans la table ronde précédente, c'est-à-dire que la médecine est de plus en plus de la tech. Donc, tout ce qui est data, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est génétique, etc., va révolutionne déjà la médecine. Et donc, comme les géants américains et chinois sont très bons dans le domaine et en plus ont des deep pockets, c'est-à-dire qu'ils ont des liquidités à l'infini et les dépensent dans la santé en partie, hein, entre autres choses. Et donc, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on va être très en retard. Et là, on va payer notre négligence vis-à-vis de la tech. Vous voulez peut-être nous dire un mot aussi? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Jean. Enfin, en tout cas, je ne... Non, il est Je revenu. vous entends toujours. Oui, non, mais on vous voyait plus. Mais donc tout va bien, tout va bien. Oui, le rôle je disais, le rôle des politiques industrielles là-dedans, on pense notamment aux commandes publiques. Quelle peut être, à votre avis, la bonne voie à suivre? Sur les politiques industrielles, donc il faut absolument qu'on arrive à faire de l'innovation de rupture, comme je le disais. Si on ne le fait pas, on va encore accumuler plus de retard dans l'innovation. Et donc, nous serons totalement dépendants à la fois au point de vue pouvoir d'achat et au point de vue défense nationale des États-Unis et de la Chine. Et donc, c'est très grave. Dépenser 470 millions par an dans l'innovation de rupture, ben, ça va nous mener à ça. Donc ça, c'est très grave. Il y a une question de dépenses et d'orientation de la dépense. Ensuite, il va falloir, comme je le disais, changer notre gouvernance et faire en sorte que nous soyons plus ambitieux et déléguer à des scientifiques de haut niveau le choix des projets, en avoir plus, parce qu'en Europe, on a 9 chefs de programme. Il ne faut pas oublier qu'on a 9 chefs de programme pour toutes les disciplines scientifiques. Ça veut dire qu'ils ne sont pas experts dans la plupart des sujets qu'ils traitent. DARPA, on a plus de 100. Donc, il faut engager des chefs de programme, leur donner beaucoup de liberté. Encore une fois, à l'étranger, ils ont beaucoup plus de liberté sur les contrats qu'ils écrivent. C'est bien, pour les juristes sont un peu nerveux vis-à-vis de ça, effectivement, et on peut comprendre pourquoi. Mais si on le fait bien, ça marche.
Donc, il faut complètement changer notre logiciel, si je puis dire, et adopter une autre approche à l'innovation. Jean, nous approchons de la fin de notre des discussions au coin du feu. Quelles sont les perspectives quelles perspectives voyez-vous après les résultats des européennes? Alors, c'est quand même très, très compliqué, évidemment, parce que nous sommes dans une situation politique extrêmement difficile. L'Europe est déjà fragilisée et elle va l'être encore plus dans le court terme. Donc, ce qui me naverait, et ça sert le score du Rassemblement national et plus généralement des populistes le montre, c'est qu'on a très peu parlé d'avenir d'une certaine manière. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui, par exemple l'innovation, je veux dire, n'est jamais arrivé sur la table pratiquement. Hein. On n'a pas parlé d'innovation, on n'a pas parlé de la place de la France et de l'Europe dans l'industrie. On dit on va réindustrialiser, mais c'est pas en fabriquant de l'aspirine qu'on va vraiment changer le monde. Il va falloir vraiment changer de braquet et personne n'en parle. Ça. Il y a eu effectivement des progrès qui ont été faits récemment, mais c'était pas du tout le sujet des européennes. On a beaucoup de défis à remplir. C'est pas seulement l'innovation, c'est le réchauffement climatique, c'est l'éducation en France, c'est beaucoup d'autres choses. La défense nationale qui devient un vrai sujet en Europe. Et donc, on va devoir investir. Donc, on ne parle pas de ces investissements et à la place de ces investissements, on a parlé des dépenses. On a parlé uniquement de dépenses. Donc, à un moment où la dette est élevée, à un moment où le déficit fiscal est très élevé, on ne parle que de dépenses supplémentaires non financées. Ça va être des cadeaux à droite à gauche, ça va être effectivement, ça peut être aux entreprises, aux particuliers, ça peut être. Alors je ne dis pas que tous ces cadeaux ne sont pas parfois justifiés. Il y a des gens qui sont par exemple en difficulté, mais quand un peuple tout ensemble, une classe politique ensemble, ne pense qu'au présent, à la consommation et ne pense pas à comment il va financer cette consommation et surtout ne pense pas comment il va financer son avenir et ne pense que finalement à détricoter la réforme des retraites, à faire des cadeaux à droite à gauche, à diminuer la TVA et autre chose. On est dans une situation qui me fait très peur parce qu'on est déjà dans une situation de déclassement, mais les programmes politiques, au moins certains programmes politiques, vont très nettement vers plus de déclassement, une perte de pouvoir d'achat, parce qu'à terme, on peut consommer pendant quelques années, mais à terme, ça va être quand même effectivement une perte de pouvoir d'achat tout à fait importante. Merci Jean. Et en guise de conclusion, peut-être un peu plus optimiste, vous voulez peut-être nous dire un mot de cette initiative Harmony Within a Society qu'évoquait Vincent Beaufils au tout début? Donc, c'est un projet de recherche justement qui est financé sur 2024-2029 par l'ERC, le Conseil européen de la recherche, justement, et essayer de comprendre comment des communautés, que ce soit effectivement des communautés ethniques, religieuses, nationales ou autres, peuvent vivre ensemble. Et effectivement, le vivre ensemble a un peu disparu, et pas seulement en Europe, hein, on le voit aux États-Unis aussi. On a des gros problèmes de vivre ensemble. Qui sont parfois endogènes. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez un petit peu ce qui se passe, en particulier en Europe, c'est un peu le règne de la pensée à somme nulle. La pensée à somme nulle, en gros, c'est ce que vous avez. Il y a un gâteau de taille fixe, et ce qui est important, c'est de se le partager, d'essayer d'avoir la plus grosse part. Donc, ce que vous avez, c'est quelque chose que je n'aurais pas, et donc on se bat, et d'où des tensions extrêmement fortes. Cette pensée à somme nulle peut se comprendre d'ailleurs parce qu'on a une croissance très faible. En général, quand la croissance est plus élevée, les scientifiques ont montré qu'en fait, la pensée à somme nulle s'estompe un peu parce qu'évidemment, là, on voit le gâteau peut changer, la taille du gâteau peut changer. Et quand on parle de choses comme l'innovation, on pense tout de suite effectivement à une taille du gâteau qui s'accroît. Or, elle ne s'accroît pas. Je suis quand même optimiste malgré mon discours. C'est-à-dire que je pense qu'on peut changer de braquet. On a des talents, on peut effectivement créer de la valeur et pas seulement passer son temps à se la partager, même si le partage est important. La redistribution, l'inégalité sont des choses extrêmement importantes aussi pour le vivre ensemble.
Mais disons que si ça devient une obsession et qu'on ne pense à rien d'autre, c'est très grave parce qu'on se retrouve avec un gâteau qui décroît au fur et à mesure en taille relative et qui pourrait décroître encore plus, évidemment, s'il y avait des attaques spéculatives sur notre pays. Merci beaucoup, Jean. Merci aussi pour cette conclusion finalement pas si pessimiste. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci.